bienvenue à tous. Il s'agit donc d'un webinaire dédié aux régions, au réseau assurance maladie, ARS et GRAD. Et ce webinaire a pour objet de vous expliquer le dispositif qu'on appelle communément le SONS, qui est le système ouvert et non sélectif. On va passer à la diapositive suivante. Donc nous nous proposons en tout cas d'aborder les sujets suivants. Les principes généraux du système ouvert et non sélectif, les spécificités par couloir, un zoom sur les prestations Ségur, les différentes étapes du processus, et enfin, nous terminerons par une conclusion et nous vous proposerons des liens utiles que vous pourrez conserver. Et je laisse sans plus tarder la parole à Madame Noloen-François. Merci beaucoup Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter dans cette première partie les grands principes du système ouvert et non sélectif dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Donc, vous savez très certainement tous sans doute qu'il y a deux types de financement pour ce Ségur, des financements à l'usage et donc le financement dont on va parler aujourd'hui à l'équipement. Donc, les financements à l'usage, là, pour exemple, sur cette diapositive, on a bien mis en parallèle le programme SONES qui s'adresse aux établissements de santé, mais il y a aussi sur la base des conventions, des négociations conventionnelles et leur avenant 9, un financement à l'usage prévu pour les autres structures professionnelles libéraux, laboratoires et radiologie en ville. Donc, qu'est-ce que c'est que ce SONS ? Ce système ouvert et non sélectif, c'est donc un mécanisme d'achat pour compte. Donc, le principe, c'est que les éditeurs vont fournir à leurs clients des prestations qui correspondent à un périmètre défini dans le cadre du Ségur. Pour réaliser ces prestations, il y aura des devis qui seront édités par les fournisseurs, des bons de commande qui seront faits par les clients, avec cette petite subtilité que c'est l'État qui paiera donc la facture à l'issue de la réalisation des prestations. Donc, quand on dit l'État, en fait, c'est l'autorité de service et de paiement qui réalisera le versement des montants de ce financement par le biais d'un guichet qui devrait ouvrir au mois d'octobre. Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs doivent passer par plusieurs étapes qu'on détaillera un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'ils doivent faire référencer leur solution logicielle et en l'occurrence une version spécifique bien identifiée. Donc, ce référencement se fait au niveau de l'ANS et s'appuie sur les textes qui sont en annexe des arrêtés qui ont été publiés au JO cet été, courant août. Donc, il y a deux documents qui décrivent cette partie référencement, ce qu'on a appelé les DSR, dossiers de spécification et de référencement, qui décrivent l'ensemble du périmètre pour chacune des fonctions logicielles. On va dire comme ça, vous verrez après pourquoi je ne parle pas de couloir. Et donc, dans ces DSR, on retrouve également toute la description du processus de référencement, les documents à apporter et le mécanisme des preuves à apporter pour que l'ANS puisse valider que les solutions, les versions proposées répondent bien aux exigences. Et ces exigences sont décrites dans les fichiers d'exigences qu'on a appelé REM. Et ensuite, en fait, pour chacun de ces documents, ils commencent par DSR ou REM ou AF. On les retrouve sur le site de l'ANS, sur les pages Ségur. Donc, ces fichiers, c'est des fichiers Excel qui décrivent des exigences. On en reparlera tout à l'heure un peu plus en détail. Les preuves, pour chacune des exigences, les preuves, les scénarios à fournir par les éditeurs à l'ANS dans le cadre du référencement. Les arrêtés sont complétés d'une troisième annexe qui est le document d'appel à financement. Et dans ces documents-là sont décrites les modalités administratives et tout le déroulé et les documents à fournir par les éditeurs pour pouvoir bénéficier de ces financements.
Voilà, donc le DSR, c'est le document qui porte l'ensemble des informations techniques et de procédures à connaître pour les éditeurs pour pouvoir obtenir le référencement de leur solution. Donc à ces DSR, on l'a vu, on rattache les fichiers d'exigence. Il y a plusieurs types d'exigences dans ces fichiers. Il y a des exigences obligatoires, c'est-à-dire qu'elles sont rédigées sous la forme. Alors, je vous ai mis une image, c'est un peu petit, mais pour résumer ou aller voir directement dans un de ces fichiers. Les exigences obligatoires qui sont sous le type de le système doit, par exemple, là, gérer la diffusion des identités. Ces exigences obligatoires, toutes les solutions qui seront référencées dans cette fonction-là devront y répondre. Il y a pas d'autre option. On ne peut pas faire référencer sa solution s'il y a une exigence qui n'est pas remplie par la solution dans la version qui est proposée. Ça, c'est pour les exigences obligatoires. Il y a les exigences conditionnelles qui sont rattachées à la notion de profil dont Jean-Christophe va vous parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a défini dans l'ensemble de ces exigences ou de ces DSR des profils généraux qui regroupent toutes les exigences obligatoires. Et ensuite, il y a des profils optionnels si le système propose un certain nombre de fonctions, s'il est installé dans telle ou telle architecture, alors il devra répondre aux exigences conditionnelles. Donc là, dans ce cas-là, on a une exigence du type si le système intègre, par exemple, des données de ses référencés, des données de santé référencées avec l'INS, alors le système doit être en capacité de, etc. Donc, ça, c'est selon les profils. Et puis, il y a un troisième type d'exigence sur les recommandations. Donc, là, on est sur des exigences qui sont du type, alors j'ai plus le mot exact, mais c'est du type le système devrait ou pourrait, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, mais elles indiquent qu'on prévoit de les rendre obligatoires dans la vague 2 du Ségur. Puisque je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais on a, comme vous le savez très certainement tous, deux vagues. Une actuelle, donc, où les DSR sont publiés ou en cours de publication pour les derniers couloirs. Et puis, il y aura une deuxième vague en 2022 pour lesquelles, là, on n'a pas encore finalisé tous ces documents-là, mais ce sera sur le même principe. Voilà, pour ces fichiers d'exigence. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe qui va vous décrire un peu plus en détail l'ensemble des DSR. Donc, comme vous le verrez, il y a des couloirs et c'est pourquoi tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé je vous ai parlé de grandes fonctions et non pas de couloirs, puisqu'il y a des couloirs pour lesquels on retrouve plusieurs grandes fonctions décrites, donc plusieurs DSR, fichiers d'exigence et appels à financement. Chaque couloir bénéficie donc d'un DSR, d'un dossier de spécification et de référencement. Pour le couloir biologie, vous en avez deux. Un qui concerne les systèmes de gestion de laboratoire pour la ville, pour les établissements. Ah, je reprends. Chaque couloir bénéficie d'un DSR, d'un dossier de spécification et de référencement. Pour la biologie, vous en avez deux. Le système de gestion de laboratoire. Pour la ville, les établissements de santé et les laboratoires spécialisés. Et un second pour le transcodage catalogue des examens loïcs. Pour l'imagerie, vous en avez un qui définit les exigences pour les RIS, pour la ville également et les établissements de santé. Pour l'hôpital, 3 DSR, un pour le référentiel d'identité, un autre pour le dossier passeur informatisé et enfin un troisième pour les plateformes d'intermédiation. Je rappelle qu'une plateforme d'intermédiation, une PFI, est un logiciel qui vous permet d'alimenter le DMP et d'échanger via MS Santé vers vos destinataires. Pour la médecine de ville, un DSR qui concerne uniquement les logiciels de gestion de cabinet. Pour le médico-social, vous en aurez qu'un seul également pour le dossier usager informatisé. Et quant à l'officine de ville, il s'agit d'un couloir qui vient de démarrer. Les DSR ne sont pas encore construits. Sur cette diapositive, on vous rappelle ce que sont les fonctions DPI, référentiel identité et PFI pour le couloir hôpital. D'ores et déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que pour les trois fonctions, vous avez les mêmes problématiques et les mêmes exigences en termes d'implémentation de profils IHE. On parlera d'urbanisation et d'interopérabilité. Donc pour le DPI, il s'agira d'implémenter les profils IHE et les transactions H7
Le tout, évidemment, dans un objectif d'interopérabilité avec le reste du système d'information hospitalier. Vous retrouvez donc ces mêmes exigences pour le référentiel d'identité et pour la plateforme d'intermédiation. Si nous revenons au DPI, le DPI, comme vous le savez, c'est un logiciel qui permet de gérer les informations nécessaires et utiles à la prise en charge du patient avant et pendant son hospitalisation. Il permet de gérer les diverses informations qui concernent le patient, informations médicales, antérieures à l'hospitalisation ou produites, comme je viens de le dire, au cours du séjour en établissement. On y retrouvera les observations médicales, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'examen, la lettre de liaison de sortie, etc. Il s'agira également, via le DPI, de faciliter la production de documents médicaux pour justement faciliter le travail des professionnels. Le référentiel d'identité, quant à lui, est un outil, est une fonction qui devra être en capacité de gérer un référentiel de patients avec la gestion d'un identifiant unique de patients, proposer des fonctionnalités qui sont nécessaires à la gestion du cycle de vie des identités et des identifiants patients, par exemple la modification de certains traits. Je ne reviens pas sur la dimension interopérabilité. Quant à la plateforme d'intermédiation, on se retrouve ici sur des implémentations classiques d'alimentation du DMP et la transmission de documents via MS Santé. À noter ici que pour cette fonction-là, il sera explicitement vérifié dans le cas du processus de référencement l'ensemble des contraintes et des exigences qui sont demandées pour cette fonction au travers du référencement ANS. Pour chacun des DSR, vous en avez donc plusieurs pour les trois pour le couloir hôpital et pour les 3 fonctions qui viennent d'être citées. Pour chacun de ces DSR, vous avez des profils. Alors pour les profils, pour le DPI, la PFI et le référentiel identité, vous avez un profil qui est un profil obligatoire, qui est le profil général, et ensuite, pour chacune de ces 3 fonctions, des profils optionnels, conditionnels, qui sont à implémenter par les éditeurs qui souhaitent candidater au processus de référencement. Slide suivante, merci. Le SONS. Alors, sur les dispositifs de financement, on se retrouve avec le financement et l'équipement qui permet aux établissements publics et privés de candidater. Il s'agit ici d'un processus qui permet aux éditeurs d'être référencés au sein de l'ANS et de pouvoir ensuite prétendre à des financements. Concernant les principes de répartition, le calcul des montants qui sont forfaitaires se base sur l'activité combinée, qui est une mesure de l'activité des établissements fondée sur le nombre de journées et de séances. C'est un calcul que beaucoup d'entre vous connaissent, une formule que beaucoup d'entre vous connaissent, dans la mesure où l'activité combinée est déjà utilisée dans le programme Open. Le barème de ces financements est défini par tranche. C'est le tableau de droite, colonne de gauche, des tranches qui vont de la tranche A à la tranche D. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un barème de financement qui est défini par tranche, selon un modèle affiné par morceau, et les tranches sont définies donc par activité combinée. Les instances qui sont financées. Il s'agira d'un déploiement de fonctions par établissement reconnu par FINES-PMSI, et le déploiement d'une même solution dans plusieurs établissements peut faire l'objet d'un seul dossier. Donc, si on finit par le tableau que j'ai introduit juste précédemment, on se retrouve donc sur la gauche avec les 4 tranches que je vous ai citées, avec pour chacune des 3 fonctions un min et un max, avec une règle affine entre ces 2 valeurs, et le montant qui sont en dernière ligne, qui vous permettront de vérifier quelles sont les enveloppes qui sont allouées pour chacune des tranches. Donc pour vous, établissement, il suffira de récupérer l'activité de votre établissement, de vous positionner dans la bonne tranche, et par une règle affine, vous pourrez récupérer le montant qui vous sera alloué en fonction de la fonction logicielle qui sera référencée. Suivante.
Alors, on a introduit le principe du FINES-PMSI parce que les montants des forfaits des financements Ségur sont basés sur l'activité 2019 des établissements sanitaires qui sont rattachés au même FINES-PMSI. À noter que le FINES-PMSI et le FINES établissement juridique dans la plupart des cas, sauf pour les établissements privés pour lesquels on se base sur le FINES géographique, établissement géographique. Il est possible de déposer un seul dossier pour plusieurs établissements et auquel cas le montant forfaitaire du dossier sera égal évidemment à la somme des montants forfaitaires des établissements qui sont inclus dans le dossier. L'activité combinée, j'y reviens pas, nous en avons parlé tout à l'heure. Le tableau avec les 4 catégories, les montants minimum et les montants maximum, vous sont rappelés en bas à droite de la diapositive. Concernant le couloir biologie, pour les SGL, les systèmes de gestion de laboratoire, le profil général est obligatoire, comme pour la fonction DPI, la fonction PFI et la fonction référentiel identité qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, le profil général est obligatoire, ainsi que la présence d'au moins un des 2 profils référentiels de l'identité et ou esclaves de l'identité. Dans cette diapositive, il suffit, en première ligne, le profil général, et ensuite, effectivement, les référentiels d'identité conditionnels, esclaves de l'identité, qui sont un des 2 profils que vous devez donc choisir en sus du général, et enfin, d'autres profils SGL, que sont l'opérateur mailise, pour l'environnement hospitalier, l'envoi du DMP ou MSS via un transport tiers, et le stockage des copies de titres d'identité. Et l'agrément CNDA sera évidemment nécessaire selon le profil sur lequel l'éditeur se positionne. Le SONS, le système ouvert et non sélectif, s'applique également au couloir biologie et ouvre droit à un barème de financement. Le barème de calcul du montant maximal payé en contrepartie de cette prestation Ségur qui vous est proposée est fondé pour le couloir biologie et s'agissant du programme de financement, pour chaque instance logicielle sur le nombre de sites utilisateurs. Et pour chaque prestation Ségur portant sur une instance logicielle donnée, le montant maximal autorisé est fonction du nombre grand N selon le tableau qui est donné à droite. Donc, prenons l'exemple de la tranche A. Pour un site, vous avez un maximal TTC à 27 000 €. Pour la tranche B, pour un établissement qui contient entre 2 et 21 sites, un montant total plafonné à 32 940 € TTC. Pour le reste, je vous laisse lire la diapositive. Diapositive précédente, s'il vous plaît. Concernant la biologie et le LOINC, la fonction LOINC, le barème de calcul du montant maximal payé en contrepartie de cette prestation Ségur est fondé cette fois pour chaque instance logicielle, pour chaque prestation portant sur une instance logicielle donnée, avec un montant plafond TTC à 3 500 €. Diapositive suivante. Pour le couloir radiologie, pour chacun des DSR, les profils de référencement sont définis et certaines exigences ne s'appliquent qu'à certains profils, évidemment. On retrouve un profil obligatoire, le profil général, et ensuite les 6 profils conditionnels qui sont listés sur cette diapositive. Je ne vais pas les énumérer. Et comme pour le profil, comme pour le couloir radiologie, vous avez des profils qui nécessiteront un agrément CNDA. Le SONS s'applique également pour la radiologie, avec un barème de calcul du montant maximal payé qui est fixé sur le nombre d'examens annuels. Et pour chaque prestation Ségur, le montant maximal autorisé est ainsi fonction du nombre d'examens annuels qui est présenté sur le tableau ci-dessous. Et j'en ai fini. Je laisse donc la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose de passer à la description des différentes étapes. Donc, vous l'aurez compris, j'imagine le gros du boulot revient aux éditeurs sur ce processus.
puisque le préalable à tout ça étant bien évidemment d'avoir développé et validé dans une solution, dans une version identifiée, l'ensemble des exigences qui correspondent à un DSR, ou plusieurs, parce qu'un même logiciel, je pense, par exemple, un DPI peut très bien remplir aussi les fonctions de référentiel d'identité et candidater pour 2 DSR. Hein. Il n'y a pas de limite de ce côté-là. C'est à l'éditeur de voir dans quel DSR sa solution peut s'inscrire et du coup, quel référencement il peut prétendre. Donc, fort de ces développements et de la validation de sa solution et de sa version, il va déposer une candidature auprès de l'ANS sur un site dédié de candidature au référencement. Et ensuite, le processus est géré par l'ANS qui validera déjà la candidature, c'est-à-dire vérifier qu'on est bien dans le bon contexte et que la solution proposée manifestement, enfin qu'il n'y a pas d'erreur par exemple d'inscription dans un mauvais DSR, un mauvais couloir. Une fois cette candidature validée, on va pouvoir procéder, du moins l'éditeur va pouvoir procéder au dépôt des preuves. Donc, comme on le disait tout à l'heure, à chaque exigence correspond une preuve à fournir pour montrer que on répond bien à l'exigence. Donc, il y a ce dépôt de preuves à faire par l'éditeur. Puis, côté ANS, la phase d'instruction où on va vérifier l'ensemble de ces preuves, vérifier qu'elles correspondent bien au profil choisi et au DSR choisi et qu'il y a bien dedans tout ce qu'on attend pour, à l'issue de ce processus, attribuer le référencement à la version logicielle. Ça, c'est l'étape référencement. En parallèle, bien évidemment, il y a la partie agrément auprès du CNDA quand c'est nécessaire. Si je prends l'exemple du référentiel d'identité, on a derrière un agrément pour l'appel au téléservice INSI. Bon, c'est pas l'ANS qui délivre cet agrément, c'est le CNDA. Donc, il est important de bien faire cette procédure auprès du CNDA pour les éditeurs, sachant que quand on démarre le processus de candidature au référencement à l'ANS, on ne demande pas à ce que l'agrément soit obtenu par l'éditeur, mais qu'il ait entamé la démarche, qu'il ait déposé sa demande auprès du CNDA. Puisque si on attendait ça, on pourrait se retrouver avec des délais d'instruction au final qui seraient entre le CNDA et l'ANS qui seraient beaucoup plus longs. Donc, ça permet de raccourcir la période d'instruction. Mais dans tous les cas, le référencement, quand il nécessite un agrément CNDA, ne peut être obtenu qu'après obtention de cet agrément. Sur l'étape du financement, donc en théorie, on viendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais en théorie, on a donc une solution, une version référencée. L'éditeur peut proposer à son client un devis de prestation pour l'installation de cette version, incluant l'ensemble des prestations dont on a parlé tout à l'heure. Alors, à chaque DSR correspondent des prestations qui ont été définies spécifiquement dans les documents d'appel à financement. C'est-à-dire que quand on a un DSR du couloir hôpital, par exemple, on a spécifié qu'il fait une session pour un groupe, par exemple, de formation. Quand on est sur la formation d'un professionnel de santé libérale, on n'a pas précisé combien de sessions, on n'a pas besoin de dire qu'on ne forme pas 4 ou 10 groupes de personnes. Mais pour l'hôpital, par exemple, c'était important de pouvoir spécifier une limite à ce type de prestation. Et il y a des particularités aussi par couloir sur les flux, par exemple, à mettre en place en interne au système d'information, ce genre de choses. Donc, à l'intérieur de ce devis, il y a donc toutes ces prestations décrites qui doivent se trouver quand elles concernent le contexte de ce client-là. Là intervient le client, donc l'établissement de santé, mais ça va être aussi le professionnel de santé libérale, le laboratoire, qui va signer et passer commande. Et avec cette commande, l'éditeur déposera sa demande de financement auprès de l'autorité de services et de paiement, qui, elle, validera que l'ensemble des documents attendus sont bien là, et en particulier, donc, le référencement par l'ANS et la commande validée par le client. À validation, l'éditeur pourra toucher 30% du montant du devis, le solde étant versé après la signature de la validation d'aptitude par son client. Et par validation d'aptitude, on entend le fait que l'ensemble des fonctionnalités attendues soient bien fonctionnelles en production.
Donc, on a décrit dans les documents, dans les appels à financement, donc le contenu de ce qu'on attend, de ce qui doit être validé et sous quelle forme par les clients. C'est-à-dire qu'en fonction des DSR, encore une fois, on va avoir des particularités et pour aider aussi les établissements à valider les choses et à ce que ce soit clairement mis en production, fonctionnel en production, on a détaillé un certain nombre de choses dans ces documents par DSR. Je glisse au passage le fait qu'on prévoit de mettre en ligne, de mettre à disposition des modèles de VA à destination de l'ensemble des professionnels par DSR, justement, où on retrouve l'ensemble des éléments attendus qui doivent être validés pour ces VA. Donc, une fois que ces VA sont signés, l'éditeur va pouvoir présenter ce document de validation auprès de l'ASP pour obtenir le versement du solde de la facture. Donc, si on résume le parcours du point de vue de l'éditeur, bon, c'est ce qu'on vient de dire, mais donc sous une autre forme visuelle, hein, on a bien pas mal d'étapes quand même qui se succèdent, avec in fine le paiement après validation par le client. Et donc, toutes ces étapes sont à la charge de l'éditeur. Il n'y a pas ce sont vraiment des interactions entre l'éditeur et l'ANS dans un premier temps, l'éditeur et son client. Alors évidemment, au milieu de tout ça, hein, entre la commande et la validation, il y a tout le projet à gérer. Et puis ensuite, les interactions entre l'éditeur et l'autorité de service et de paiement. Vu de l'établissement ou du client, du professionnel de santé, on a, comme vous le voyez, beaucoup moins d'étapes puisqu'on a la signature du devis, la validation à la fin et entre les deux, bien sûr, la gestion du projet. Ce qui est le gros du boulot, bien, on le sait tous. Si on prend les cas particuliers des établissements de santé qui ont plusieurs logiciels ou briques fonctionnelles à mettre en place, il faut bien voir quand même là qu'on a un petit risque pour lequel il faudra bien que les établissements soient clairs, c'est-à-dire que un établissement de santé, s'il veut pouvoir envoyer une lettre de liaison par MSS, par exemple, au médecin traitant, qui soit qualifié avec l'INS, il faut que le référentiel d'identité, quel que soit le logiciel qu'il porte, soit en phase avec le dossier patient et avec le logiciel qui fait l'envoi via MSS au professionnel libéral, ou médecin traitant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une forte coordination à avoir entre les différents intervenants. Même chose s'il y a un plateau d'imagerie dans l'établissement, il y a une coordination à avoir entre les différents fournisseurs de solutions, étant bien entendu que c'est à l'établissement de savoir avec quel fournisseur il va entrer dans cette procédure-là, c'est-à-dire quel est son fournisseur qui va bénéficier de ce financement par l'État, ou bien lui-même, établissement, va en bénéficier par l'intermédiaire de son éditeur. Voilà, un petit élément de calendrier. Donc, les arrêtés qui étaient le point de départ sont parus au JO le 11 août. Donc, il faut bien noter, on y reviendra tout à l'heure, que les commandes qui peuvent être prises en compte dans le cadre de ce financement ne peuvent pas être antérieures à l'apparition de ces arrêtés au JO. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Sur le référencement, lui, le guichet est ouvert depuis le 30 août. Il fermera le 15 mai, donc il n'y aura plus possibilité de déposer des demandes de référencement après le 15 mai pour les éditeurs. En ce qui concerne le financement, la demande de financement, donc il va ouvrir au mois d'octobre, le guichet fermera au 15 juillet pour les demandes de financement et pour les demandes de solde, donc la finalisation des projets. Pour tous les couloirs sauf le couloir hôpital, c'est le 15 octobre. Et pour le couloir hôpital, donc couloir hôpital, c'est bien les DSR, PFI, DPI et référentiel d'identité. C'est le 31 décembre. Donc là, je fais juste noter une petite subtilité. La radiologie hospitalière, c'est le 15 octobre, par exemple.
Voilà, donc si je résume les points importants à retenir dans cette présentation, avant de reprendre, de repasser aux questions. Les dispositifs SONES, puisqu'on l'a évoqué au départ, et tous les dispositifs à l'usage sont totalement indépendants de ce dispositif-là. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, un établissement, par exemple, peut s'inscrire dans le dispositif SONES et candidater au financement à l'usage, même si ces solutions n'ont pas été référencées dans le cadre du Ségur, parce qu'il y a des exigences dans le cadre du financement du financement à l'équipement qui ne sont pas forcément nécessaires pour répondre à l'usage, aux indicateurs à l'usage qui sont définis dans le programme SONES. Et donc, les établissements peuvent tout à fait s'inscrire dans les deux dispositifs en parallèle. L'un, il n'est pas utile d'attendre le suivant. Donc, ça, c'est important pour eux de bien le comprendre. Dans le dispositif du SONS, donc, les financements se versaient aux éditeurs sur la base du devis que leurs clients auront signé. Et uniquement si leur version, sur l'installation d'une version logicielle qui a obtenu le référencement. Dans la limite des prestations Ségur et sous réserve de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de reste à charge pour les professionnels. Donc, comme on le disait tout à l'heure dans une question, ce n'est pas uniquement les libéraux, mais c'est valable également pour toutes les structures concernées par ce financement. Un point important à noter, c'est bien que chaque client, donc chaque structure et chaque établissement reste maître du choix de son éditeur, qui soit déjà en place ou qui veuille en changer. Après, on a bien vu que le Ségur ne financera pas un changement complet de solution, mais c'est en aucun cas les éditeurs ne peuvent imposer à leurs clients de bénéficier du forfait sur un ensemble de DSR si ce n'est pas le choix du client. Et dans la mesure où, c'est le point suivant, un seul éditeur peut être financé par DSR, c'est important aussi de bien comprendre pour l'établissement que c'est à lui que revient la décision de savoir quel éditeur sera financé. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui peuvent avoir plusieurs DPI et il n'y a qu'un seul des DPI qui pourrait être financé. C'est ça que ça signifie. Donc, au total, un établissement de santé peut bénéficier de 6 forfaits en fonction de la présence ou non des plateaux médico-techniques. Et puis, pour les laboratoires de ville, on a la possibilité de cumuler 2 forfaits. Pour l'ensemble des autres couloirs, en tout cas ceux qui ont été publiés pour l'instant, c'est un forfait par couloir. Alors, un point quand même important à noter dans l'ensemble du processus de commande et de référencement. On a vu tout à l'heure que seules les commandes postérieures à la publication des arrêtés pouvaient être prises en compte. Et on a vu aussi que dans le déroulé des étapes, il fallait avoir une solution référencée pour pouvoir bénéficier du financement. Néanmoins, pour ne pas bloquer tous les processus de commande et le démarrage de projet, si c'est le choix des clients et des éditeurs, il est possible de signer des commandes qui entreront dans le processus, seront valables pour bénéficier de ce financement antérieurement au référencement dans la limite de 120 jours calendaires. Alors, il y a un risque en faisant ça, il y a un risque pour l'éditeur de faire ça, parce que s'il n'a pas son référencement dans les délais, il ne pourra pas bénéficier du financement sur la base de la commande qui a été passée. Mais c'est possible quand même pour pouvoir ne pas… c'est un processus qui a été mis en place pour ne pas bloquer l'ensemble des projets. Après, tout ça, ça reste… Ce dispositif-là n'entre pas dans la relation contractuelle entre un client et son éditeur. C'est la contractualisation de ce qui est fait, les modalités, les choix d'éditeurs, etc. C'est vraiment de la relation client-éditeur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce financement. Vous avez même accès à d'autres documentations qui peuvent évidemment vous aider, notamment le document commun qui a été publié début du mois de juillet sur le Ségur en général, qui sera revu dans les prochains jours suite à l'actualité de cet été. Donc, vous avez tous les liens qui sont ici. Vous avez également la possibilité de les télécharger des fiches récap sous la forme d'un 4 pages, très, très facile à lire, très rapide et
notamment tout ce qui a été énoncé. Et puis, dans les prochaines semaines, maximum le 30 septembre, vous aurez également la possibilité de télécharger des modes opératoires qui seront à destination de l'ensemble des professionnels de santé qui se posent des questions de l'application concrète du Ségur dans leur logiciel, dans leur établissement, mais également pour vous, région, qui êtes à la manœuvre du déploiement Ségur. Vous avez la possibilité également de vous appuyer sur l'agence pour vous poser vos questions au travers de formulaires de contact qui sont accessibles depuis l'espace Ségur de isanté.gouv.fr. Vous avez des FAQ qui sont régulièrement alimentés et enrichis des questions que vous posez et les réponses qui sont posées. Donc, vous voyez, beaucoup d'informations qui vous sont communiquées. Alors, nous avons conscience qu'il y a beaucoup de documentation, même si individuellement, c'est quelques dizaines de pages à chaque fois, mais les informations sont quand même riches, parfois même complexes. Je pense par exemple au mécanisme de financement par DSR, par couloir. Voilà pourquoi nous vous proposons à partir d'aujourd'hui de vous retrouver tous les 15 jours sur le même créneau horaire et sur le même jour, sous la forme d'un Ask Me Anything. Vous vous connectez donc tous les jeudis de 15 à 16 et nous vous ramenons les réponses des questions fréquemment posées dans la semaine pour pouvoir vous les partager. Et c'est aussi à ce moment-là l'occasion pour vous de nous interroger sur telle ou telle précision que vous souhaiteriez avoir par rapport à des sujets qui concernent le Ségur et votre écosystème de manière large. Donc, ça nous semble intéressant de proposer. Il s'avère que certaines régions nous ont déjà demandé, donc l'acte est présenté maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les 15 jours, tous les jeudis, 15 à 16, un rendez-vous fixe. Vient qui peut, vient qui veut, et nous vous répondrons avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Il nous reste à vous remercier d'avoir assisté et participé à ce webinaire. Donc, comme le disait Jean-Christophe, c'était un peu haché, Jean-Christophe, tout à l'heure, je suis désolée. Mais n'hésitez pas à nous transmettre vos questions et les sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse sur les prochaines rencontres qui sont programmées un jeudi sur 2. Merci à tous, excellente journée.